Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes de caisse et du contrôle fiscal informatisé. Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez que ce sujet intéresse les fabricants de logiciels, les fabricants de systèmes de caisse, les entreprises, bien entendu, les experts comptables, enfin, toutes les parties prenantes assez problématiques. L'Académie est mobilisée depuis maintenant assez longtemps, puisque en 2009 et en 2011, l'Académie publiait un cahier technique, le contrôle fiscal informatisé, comment s'y préparer. Ayant conscience de l'importance du sujet des entreprises, nous avons ces dernières années, dans l'Académie, organisé de nombreux webinaires, conférences sur le sujet. Alors, depuis le 1er janvier 2018, chacun sait qu'il y a une nouvelle législation en ce qui concerne la mise en conformité des logiciels de système de caisse. À cette occasion, nous avons organisé une très grande conférence début janvier 2018. Donc ça a eu un très grand écho puisque évidemment ça intéresse tout à fait et les entreprises et les experts comptables, etc., etc. Aujourd'hui, nous vous présenterons un certain nombre de conférenciers, je crois 5, qui vous adresseront en quelque sorte la substantifique moelle de ce qui a été dit dans la conférence sur plein de sujets, entre autres les problématiques de certification, d'attestation, le référentiel pour ces deux sujets, les problèmes de période transitoire. Est-ce que l'administration fiscale va faire preuve en 2018 d'un minimum de tolérance et de souplesse, et à quelles conditions? Enfin voilà, et je suis heureux de vous présenter ce collectif d'interventions qui permettront à ceux qui n'ont pas pu suivre notre séminaire du 11 janvier d'avoir un abstract de tout ça, ce qui n'empêche pas, sur le site d'Académie, d'aller visionner la conférence dans sa totalité, puisque, comme vous savez, l'Académie permet aux personnes qui le souhaitent, et après coup, de visionner toutes ces conférences. Cette réglementation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA. L'objectif de l'administration, c'est de garantir qu'on ne puisse pas supprimer des enregistrements dans les logiciels ou dans les systèmes de caisse, ou des écritures comptables dans les logiciels comptables. Tout ce qui concerne les règlements de clients particuliers, de clients non assujettis à la TVA, doit être tracé de telle façon que les données doivent être garanties comme inaltérables. Elles doivent être sécurisées, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus les modifier et que si jamais il y a une tentative de modification de ces données, elles soient détectées, et que ces données soient conservées pendant une période de 6 ans. 6 ans, c'est la durée de conservation obligatoire pour tous les documents et toutes les données qui servent à justifier une comptabilité pour répondre aux demandes d'un vérificateur dans le cadre d'un contrôle fiscal. Et enfin, il faut archiver ces données à travers un format qui est un format non propriétaire, un format qu'on pourra restituer à la demande de l'administration fiscale et qu'elle pourra lire sans avoir à utiliser un logiciel propriétaire, un logiciel qui a un format fermé. Donc ce format, c'est un format texte, un fichier à plat qui est lisible dans un simple bloc-notes. Ces 4 critères, donc inaltérabilité, sécurisation, conservation, archivage, sont les 4 éléments que doit garantir le certificat ou l'attestation que délivre l'éditeur ou le concepteur du logiciel. Et c'est l'objet donc de tout le travail de certification. Le champ de cette disposition est extrêmement important puisqu'il touche encore une fois tous les paiements et tous les enregistrements de ces paiements donc de particuliers, d'entreprises ou d'entités non assujetties à la TVA dans un système d'information. On peut aussi bien être concerné à travers un logiciel de caisse classique, un système de caisse, une caisse enregistreuse, qu'un automate qui enregistre des paiements, type parking par exemple, ou un site de e-commerce qui enregistre les paiements de particuliers, ce qui fait que le nombre d'entreprises potentiellement concernées par l'obligation de détenir cette attestation ou ce certificat est très important.
Suivant la complexité du système d'information, il y aura un travail de préparation plus ou moins important. Les enjeux en termes de risque. 30 jours après la venue du vérificateur qui constate à nouveau l'absence de détention de ce certificat, l'assujetti, pour reprendre l'expression légale, à la TVA, c'est-à-dire l'entreprise qui doit présenter ce certificat ou cette attestation, n'est pas en mesure de le présenter. À ce moment-là, la sanction de 7 500 € tombe et il peut revenir tous les 60 jours. Il est évident que s'il doit revenir plusieurs fois, la question se posera du caractère permissif de ce logiciel. Permissif, ça veut dire qu'on puisse éventuellement autoriser des suppressions a posteriori des enregistrements de caisse ou des écritures comptables. Et là, on ouvre un autre champ de risque, le champ de la fraude fiscale, le champ des logiciels frauduleux, et avec des sanctions autrement plus importantes. Donc, ce dispositif a une grande importance et peut avoir des conséquences fortes financières, voire pénales, si on n'est pas à même de garantir l'inaltérabilité des données et si le logiciel n'est pas certifié. Le conseil que nous pouvons donc donner à toutes les entreprises et aussi à leurs éditeurs, c'est de se mettre en conformité dans l'année 2018, année 2018 que l'administration fiscale considère comme l'année pédagogique, l'année où elle fera remarquer aux assujettis à la TVA qui sont dans le champ de la disposition qu'ils doivent se préparer et elle leur demandera de démontrer qu'ils ont engagé les travaux de mise en conformité. C'est l'objet donc de l'attestation. La loi de finances 2018 a modifié l'article 286 du CGI. Désormais, nous avons une nouvelle écriture de cet article qui précise que sont soumis à certification tous les logiciels et systèmes de caisse qui enregistrent des opérations réalisées avec des clients non assujettis à la TVA. Cet élargissement du champ doit être maintenant pris en compte dans les critères d'application de cette nouvelle obligation. Et la première question à se poser aujourd'hui en tant qu'entrepreneur professionnel, c'est est-ce que je suis concerné par cette nouvelle obligation? Ce qui importe désormais, c'est donc la notion de fonctionnalité de caisse d'un logiciel qui sera utilisé et non pas l'appellation du logiciel en tant que tel. On peut définir comme critère qui va s'appliquer le fait que l'émetteur étant un assujetti professionnel assujetti à la TVA, il doit bien identifier le client à qui il va adresser une facture ou une opération pour définir l'entrée dans le champ d'application. Le plus simple est de définir tous les cas où vous êtes hors champ de cette obligation, qui sera très simple. C'est que d'une part, lorsque vous vous adressez à des clients professionnels eux-mêmes soumis à TVA, vous n'êtes pas dans le champ de l'article 286. Lorsque vous vous adressez à des clients non soumis à TVA, donc essentiellement des particuliers, vous devez identifier les cas de non-application de cette obligation. A priori, si vous-même, émetteur, vous êtes en franchise de TVA, vous êtes exonéré de la certification. Si vous pratiquez des activités qui elles-mêmes sont exonérées de l'application de la TVA, de même, vous n'avez pas à vous soumettre à cette obligation. Le cas qui pose des problèmes, c'est lorsque vous avez une activité mixte entre des clients professionnels et des clients particuliers. Les textes maintenant précisent clairement que lorsque vous émettez une facture pour un client particulier, vous êtes néanmoins dans le champ d'application de la certification, puisque pour l'administration fiscale, une facture émise à un non-professionnel, non soumis à la TVA, n'a aucune valeur de facture au sens fiscal de l'article 286. Autre cas d'exonération de cette obligation, évidemment, ne pas oublier que vous avez toujours la possibilité de tenir une caisse ou de faire des factures de façon manuelle, c'est-à-dire avec un outil papier ou bien machine à écrire. Et vous avez aussi le cas de l'utilisation d'outils bureautiques uniquement pour émettre des factures papier. Concrètement, comment analyser la situation pour des cas pratiques de professionnels? Est-ce qu'ils ont à soumettre ou pas leur logiciel, leurs outils de caisse à cette nouvelle obligation de certification? Le cas d'un commerçant, typiquement, un commerçant, s'il utilise une caisse enregistreuse, il devra
obligatoirement présenter un certificat ou une attestation lors d'un contrôle. Son logiciel, sa caisse enregistreuse, doit obligatoirement être certifié depuis le 1er janvier 2018. Évidemment, il n'y a pas d'obligation pour un commerçant, contrairement à certaines idées qui ont été mal interprétées. Il n'y a pas obligation à utiliser une caisse enregistreuse lorsque vous êtes commerçant. Vous pouvez toujours tenir une caisse papier sur un agenda de caisse. Lorsque vous êtes artisan dans le BTP ou autre, que vous travaillez indifféremment avec des professionnels pour lesquels vous facturez de la TVA et des particuliers pour lesquels vous émettez aussi les mêmes factures avec TVA, votre logiciel devra être certifié puisque vous vous adressez à des particuliers qui ne sont pas dans le champ de la TVA et donc vous êtes soumis à l'obligation. Toutes les autres activités aussi sont concernées avec plus ou moins de difficultés pour le mettre en œuvre concernant les opérations de transport, de taxi, d'autres prestations de services pour lesquelles les outils, les logiciels devront encore être adaptés et procéder à la certification. Le cas particulier des experts comptables est tout à fait significatif. En tant qu'expert comptable, vous avez comme client des entreprises qui sont dans le champ de la TVA et donc dans le champ de l'article 289. Et pour cette partie-là, vous n'auriez pas, a priori, de certification à demander pour vos logiciels de facturation et d'enregistrement des règlements. Par contre, lorsque vous faites des factures et que vous enregistrez leurs règlements à des particuliers pour leur déclaration de revenus, leur nouvel impôt sur la fortune immobilière ou d'autres opérations de conseil, cette partie-là, évidemment, vous fera rentrer dans le champ de l'obligation. Et donc, en conséquence, les experts comptables sont bien soumis à cette obligation de certification de leur logiciel qui effectue des opérations de caisse. D'autres questions aussi peuvent être posées pour des activités particulières, comme par exemple le e-commerce ou les marketplaces sur Internet. Et là, nous avons en face de nous des situations assez complexes, puisque vous pouvez utiliser des solutions d'enregistrement des règlements avec des prestataires spécialisés qui, eux, devront répondre à ces conditions de certification. Si vous avez des propres outils développés sur un outil Internet, sur une plateforme, ces outils d'enregistrement des opérations avec les particuliers rentrent dans le champ et à ce jour, il n'est pas question d'exonération d'une activité ou d'un secteur d'activité particulier. Une précision encore concernant la certification ou l'attestation. Cette attestation n'est possible donc que par des éditeurs qui peuvent justifier de leur activité d'éditeurs et ayant la maîtrise donc des codes sources. Dans tous les autres cas, les logiciels et applications doivent être certifiés par des organismes certificateurs, qui sont deux aujourd'hui en France, le LNE, Laboratoire National d'Essai, ou l'AFNOR avec son sous-traitant InfoCert. Et le cas particulier des logiciels libres, par exemple, pose problème puisque ces logiciels libres ne pourront jamais être attestés par un éditeur puisqu'ils sont libres de modification par leurs utilisateurs et devront donc être certifiés au niveau de chaque utilisateur, de chaque entreprise. De même, une entreprise qui aura développé ses propres logiciels, ses propres outils informatiques qui enregistrent des opérations avec des particuliers, devront faire certifier ces logiciels ou ces applicatifs et à ce moment-là devront tenir à jour les évolutions, les modifications de version et procéder à des mises à jour de certification pour chaque nouvelle version qui touchera un des 4 critères. La démarche des éditeurs au sujet de la loi antifraude, c'est avant tout de représenter leurs clients. Et pour cela, il faut nécessairement bien comprendre les textes de loi. Donc la démarche des éditeurs, depuis déjà 2 ans, c'est avant tout de s'assurer que les textes de loi qui concernent la TVA et les règlements sont bien compris de tous, et ensuite de pouvoir les appliquer de manière pragmatique dans les logiciels, pour qu'à la fois les clients soient en règle, et à la fois que les utilisateurs ne se retrouvent pas dans des systèmes beaucoup plus compliqués qu'auparavant. Donc ça, c'est le défi d'une manière générale. Ensuite, dans ce cadre-là, et depuis 2 ans, nous travaillons à la compréhension des textes avec un groupe de travail assez large et représentatif des éditeurs et des autres parties concernées.
Et en fait, il s'avère que beaucoup de questions sont posées par l'application des textes de loi. Et donc, nous sommes dans un dialogue avec les services fiscaux pour préparer une adaptation des logiciels la plus simple possible et la plus claire possible. Donc nous sommes vraiment dans une démarche, nous les éditeurs, de co-construction, on va dire, d'une réglementation la plus applicable possible sur base de textes qui n'est pas de notre rôle de discuter. En pratique, ça se traduit par la construction d'un référentiel auquel contribuent les éditeurs particulièrement, puisqu'il s'agit d'un référentiel pour que les éditeurs puissent comprendre la loi d'une manière un peu plus simple. Il s'agit en fait de traduire sous forme de cas métiers des choses qui sont exprimées dans des textes de loi, eux-mêmes en lien avec d'autres textes, qui rendent parfois la réglementation assez complexe à lire. Donc notre objectif, c'est d'établir des règles, des préconisations qui permettent à chacun de sécuriser, d'adapter son logiciel en toute confiance et en comprenant ce qu'il fait précisément. Au final, nos clients, ils ont commencé à recevoir des mises à jour de logiciels et on voit bien que pour la plupart d'entre eux, ces adaptations sont non pas une surprise, mais en tout cas une contrainte supplémentaire. Et derrière avoir un logiciel en règle, ils découvrent qu'ils doivent également avoir des pratiques qui sont conformes à la réglementation. Ils ne les acceptent pas toujours, mais néanmoins, c'est aux éditeurs, souvent, ou à la hotline des éditeurs, d'assurer cette pédagogie finalement de la réglementation. Donc ça, c'est une des principales difficultés pour les éditeurs, au-delà de l'adaptation technique des logiciels. Et ensuite, notre travail, c'est de préciser l'ensemble des cas que vont rencontrer nos clients, de les anticiper et de leur remettre une attestation ou un certificat de conformité qui leur assure une pleine tranquillité dans l'application des lois. Notre activité est une activité de distributeur de matériaux de construction qui est sur tout le territoire national et on a 2000 agences. Notre clientèle est principalement des professionnels et les particuliers donc, donnent lieu à émission de factures ou de tickets de caisse selon le besoin. Donc, nous avons abordé le sujet de la certification des caisses dès la parution donc, des premiers textes de loi donc, en début d'année 2017. Donc, nous avons choisi un certificateur qui nous a remis un référentiel et à partir de ce référentiel, nous avons commencé à travailler, donc à voir quelles étaient les attentes par rapport à cette certification. Donc, et parallèlement, donc, nous avions donc, les notes de l'administration pour lesquelles on attendait certaines précisions. Donc nous avons commencé à réfléchir à la façon dont nous allions aborder nos systèmes d'information parce que ce sont des systèmes qui sont un système complètement intégré, donc avec beaucoup de lignes de code, donc qui représentaient une complexité assez importante. Et donc nous avons décidé de faire un audit à blanc avec le certificateur qui a été retenu pour justement faire un premier palier et évaluer si on était dans la bonne démarche ou pas, de manière à faire un stop et d'éventuelles rectifications avant la certification. Les enseignements de cet audit à blanc sont sur plusieurs thèmes. Donc, premièrement, une formalisation très poussée de la documentation. Parce que donc la certification va nous imposer cette partie-là, avec notamment toute une documentation qui a trait aux prestataires extérieurs qui peuvent intervenir dans nos systèmes d'information
Donc il faut aussi intégrer ces aspects-là. Sur la partie technique, on s'aperçoit qu'on a énormément de lignes de code qui vont être à sécuriser pour répondre justement à cette nouvelle législation. Donc on s'aperçoit que c'est un coût qui est très important par cette modification d'algorithmes, on identifie certainement des pertes de performance machine, donc il va certainement falloir qu'on augmente la puissance des machines, qu'on augmente aussi notre capacité de sauvegarde donc par l'acquisition de disques supplémentaires. En sachant qu'il y a d'autres mises en conformité qui viennent en parallèle sur nos équipes informatiques, je pense notamment à tout ce qui va toucher la gestion des données personnelles, donc qui est un gros travail. Donc là, on met tout en œuvre pour pouvoir répondre à ces obligations législatives. Donc avec donc aussi cette partie de communication vis-à-vis de nos agences pour pouvoir donc les prévenir, et aussi si quelquefois un contrôle se faisait sur site et pas forcément dans le siège social de la société, donc de prévenir et donner aussi aux gens donc des outils en termes de conduite à tenir vis-à-vis d'un contrôle qui pourrait être mené par l'administration. Qu'est-ce que je dois archiver? Donc on doit archiver des documents. Alors quand je dis documents, il faut penser à... dans le temps, on était avec du papier et de la plume, on est passé à l'imprimante et du papier, et on est passé maintenant aussi de temps en temps à du digital sans papier. Donc documents ou data. Depuis 1990, l'administration fiscale a posé des obligations d'archivage au niveau des données. Après, dans ces documents data, qu'est-ce qu'on doit archiver? Eh bien ça, c'est défini par différentes réglementations. Et donc là, on est malheureusement obligé de balayer ces différentes réglementations pour identifier des états sociaux, des documents, des pièces justificatives, des fiches de paye, et pouvoir faire la liste de tous ces documents qui doivent être archivés. Derrière se pose la question de quelle durée? Eh bien, qu'est-ce que je dois archiver? Et la durée, c'est lié avec les réglementations, ces durées pouvant aller de 30 ans, 120 ans, 10 ans, 6 ans. Et si on est sur le code de commerce, on est plutôt sur des durées de 10 ans, et sur l'administration fiscale, sur des durées de 6 ans. Après, entre ces documents, la question se pose du format d'archivage. Est-ce que c'est du papier? Est-ce que c'est du digital? Et là, la question, ça va être, est-ce que je dois archiver un original? Et cet original est-il papier ou digital? Est-ce que je peux archiver autre chose que l'original, une copie? Donc, on a depuis l'an 2000 la possibilité d'avoir un écrit numérique. Et cet écrit numérique est reconnu comme étant un original. Et donc là, on va archiver non pas du papier, mais du digital. Et puis, avec la facturation, depuis très récemment, on a, suivi par la réglementation civile, la possibilité aussi d'archiver une copie qu'on considère comme étant fiable sous certaines conditions. Si on regarde la data, on a une autre réflexion, c'est je dois archiver de la donnée pour permettre à l'administration fiscale, aux URSSAF, de faire de l'analyse de données avec des durées d'archivage qui sont liées aux périodes de contrôle, 3 ans pour l'administration fiscale. Par contre, avec la mise en place des caisses enregistreuses et de cette réglementation spécifique, on a une durée qui est étendue à 6 ans sur les datas propres aux caisses enregistreuses. Je pense qu'on a là à peu près des règles claires, c'est qu'est-ce que je dois archiver en tant que document, en tant que data, par rapport à quelle réglementation, par rapport à quelle durée et sous quelle méthode, c'est-à-dire du papier et du digital. Et quand on est sur du digital, très souvent, on allie l'archivage de ce numérique avec la signature électronique qui peut être à différents niveaux en fonction des réglementations applicables, réglementation civile, réglementation fiscale. Ainsi que vous l'ont démontré toutes les vidéos que vous avez pu consulter, il y a donc un travail de préparation conséquent. L'année 2018 doit être mise à profit pour se mettre en conformité. Lorsqu'on a un système de caisse, une caisse enregistreuse simple, il est aisé de se mettre en conformité, c'est-à-dire soit de mettre à jour sa caisse, soit d'acquérir une nouvelle caisse qui soit certifiée ou attestée.
En revanche, lorsque le logiciel est complexe, lorsque la fonction de caisse est répartie entre plusieurs applications informatiques, automates ou autres systèmes, à ce moment-là, l'entreprise et son éditeur et les concepteurs ont un travail de préparation. L'objet des travaux de l'Académie, c'est de mettre en place, avec nos partenaires que sont le LNE et les éditeurs, une charte de mise en conformité et proposer un référentiel d'attestation. Ce référentiel d'attestation, conçu avec l'un des certificateurs, le LNE, sera de même valeur, de même qualité que le certificat que peuvent délivrer les deux certificateurs. Et il permettra aux éditeurs d'avoir une base de travail pour pouvoir garantir les 4 critères. Et ce référentiel sera publié au printemps et sera consultable sur le site de l'Académie et du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et la charte dans laquelle le contribuable, l'assujetti à la TVA, s'engage à se mettre en conformité durant l'année 2018 est aussi téléchargeable sur le site de l'Académie.